Yes! Des mineurs n'a plus aucun secret pour moi. Ah bonjour, bienvenue à l'émission. Alors cette semaine, on est dans les bureaux de l'ACEF des Bois-Francs. On va jaser avec Marie-Ève Desnoyers d'économie. Soyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Puis là, si on parle d'économie, il me semble que ça va me prendre un veston. Ça serait plus sérieux. Hein? Bougez pas. Voilà. Ah. Là, on est prêt. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Ça fait plaisir. Donc, ACEF des Bois-Francs. ACEF, qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme-là? Ça veut dire Association coopérative d'économie familiale. OK. Et puis là, est-ce que pour travailler ici, ça prend comme prérequis d'être capable de dire le nom de l'organisme au complet dans un même souffle? Oui. Oui, et c'est le début de l'apprentissage parce qu'il va y avoir plein d'autres acronymes qui viennent avec l'emploi, là. OK. Oui, parce que vous êtes impliqué aussi auprès d'autres organismes. Oui, plein d'autres organismes, mais dont la coopération... Voyons. Le métier va rentrer. Oui, ça va tranquillement. On est beaucoup impliqué, entre autres, sur le collectif de lutte contre la pauvreté Centre du Québec, okay, avec d'autres organismes de la région pour vraiment améliorer la justice sociale, qu'il y ait plus d'équité envers tout le monde dans la société. L'ACEF, là, est-ce que c'est cette année que vous fêtez votre 50e? Non, non, on a fêté 50 ans. En fait, c'est depuis 1966, donc ça 66, fait proche, okay, plus proche du 55e que du 50e. Là. OK, mais ça fait quand même un bout de temps que vous êtes installé dans le portrait. Là. Oui. En fait, on est le membre le plus ancien de la CDC des Bois-Francs. OK. CDC, Coopérative, Développement communautaire. Et puis, malgré que, bon, ça fait 55 ans que l'organisme existe, toi, ça fait pas très, très longtemps que tu es ici. 6 mois environ. 6 mois? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien, très intéressant, beaucoup de défis, beaucoup d'apprentissage, donc c'est très motivant. Et là, on est une nouvelle équipe parce qu'en fait, depuis plus de 30 ans, c'était la même équipe. Et les seniors, quittent pour la retraite. Fait qu'on a réembauché d'autres personnes. Fait qu'on est une jeune équipe, mais très motivée et avec beaucoup de compétences complémentaires et pour aider la clientèle, là, les gens qui viennent nous consulter. Est-ce que c'est un peu intimidant d'avoir à remplir ces souliers-là qui sont occupés par quelqu'un depuis une trentaine d'années? Ben oui, ça peut l'être. Ce qui me vient à l'esprit beaucoup, c'est heureusement, l'ACEF a bien fait le transfert parce que Louise va quitter la semaine, à fin octobre. Donc, elle a pu rester avec moi puis José un certain temps, donc pour le transfert des dossiers. Donc, il y a eu vraiment un souci du conseil d'administration de vraiment passer le flambeau. Puis c'est important parce que dans les organismes qu'on milite pour les droits et tout ça, entre autres, on peut facilement perdre l'historique qui est important de garder en mémoire. Fait que les anciens qui étaient là depuis longtemps, ils ont cet historique-là. Ouais. Donc, c'est super important pour le transfert. Bien, c'est sûr. Puis peut-être des fois aussi, les gens qui sont longtemps au même endroit ont tendance à peut-être garder beaucoup de choses en tête, mais pas nécessairement par écrit. Oui, effectivement. Fait que moi, je suis plutôt de la génération beaucoup écrit. Fait que quand on me donne l'information, je la transmets par écrit parce que je pense pas qu'à l'âge que j'ai, je vais faire 30 ans. Donc, éventuellement, les écrits vont rester pour les prochaines personnes. Puis avant d'arriver ici, ça a été quoi tes expériences? Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Okay. J'ai fait partie de l'ordre depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé dans le réseau public, principalement en CLSC, centre jeunesse. J'ai travaillé dans le communautaire beaucoup, même pendant mes études, et j'ai fait même du privé.
fait que j'ai touché à tout. Mais mon expertise est plusieurs années à l'évaluation orientation, référence en CLSC et en employabilité où j'ai passé 10 ans dans le domaine de l'employabilité. Puis en tant que travailleuse sociale, j'imagine que tu as pu constater c'est quoi les impacts de la pauvreté, justement d'un faible, entre guillemets, pouvoir d'achat envers les gens. Ça découle souvent sur d'autres problématiques, tout ça, là. Oui, bien, si j'ai pas beaucoup de revenus, comment je fais pour avoir un logement décent? Comment je fais pour pouvoir m'alimenter sainement? Parce que c'est pas juste de manger, mais si on veut manger puis être en santé, avoir les nutriments nécessaires, ben ça prend un minimum. Les fruits, les produits laitiers, ça a un coût quand même. Puis là, avec ce qu'on a vécu, l'inflation, on voit comment les coûts alimentaires peuvent bondir. Absolument. Puis, tu mentionnais aussi à salaire minimum. Est-ce que c'est je dirais pas un combat que vous voulez mener, mais un dossier que vous suivez plus spécifiquement? On parle beaucoup de faire passer le salaire minimum, entre autres, à 15 $ l'heure. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui serait bénéfique? Oui. Et même, je dirais, avec la coalition, on travaille avec d'autres, des centrales syndicales, tout ça, qui se penchent sur cette question-là. On n'est plus rendu à 15 $. On est à suggérer 18 $ de l'heure pour permettre aux gens de bien vivre. Là. OK. Parce que là, actuellement, le salaire minimum est rendu à combien? 13,50 $. 13,50 $? Puis là, selon vos estimations, le 15 $, ça serait même pas encore assez. Il faut aller Il est dépassé depuis les années qui a été commencé à être demandé. La situation a changé. Donc, vraiment, on vise plus le 18 $ de l'heure. Là. OK. Est-ce que c'est parce que vous vous disiez que le temps que les gouvernements agissent, à un moment donné, vous allez être rendu à 15 $, puis là, non, finalement, on veut ça. Fait que finalement, vous devancez votre... non, c'est pas devancer. C'est vraiment... Puis une autre revendication, c'est d'indexer ce 18 $ là pour justement pas le perdre d'une année à l'autre. Là. Les batailles de ce genre-là sont longues. Hein? On a juste à penser droit de vote des femmes. Au Québec, 1940, les premières femmes qui ont commencé à se battre, c'était en 1840. Les premières femmes qui se sont battues n'ont même pas vu le fruit de ça, n'ont même jamais voté. Là. Fait que c'est vraiment des batailles qui sont plus longues. Donc, l'indexation, la demande de l'indexation de ce 18 $-là était plus que justifiée là, comme demande. Mais ça vient aussi avec un certain changement de mentalité. C'est un peu comme la bonne vieille semaine de 40 heures. Là, maintenant, on est beaucoup plus sur le 35 heures. Mais de faire comprendre les bénéfices de ce changement-là, des fois, sont longs à rentrer. Oui. Oui, puis de part et d'autre, hein, parce que c'est pas juste... les gens, les employeurs des petites PME, mais les gens qui gagnent 20, 21 disent « Ouais, mais si les autres gagnent 18, nous, à 20, 21. » Même dans le communautaire, ça a eu des discussions parce qu'il y a des organismes communautaires qui sont sous-financés, pas assez financés. Donc, je veux dire, si nous-mêmes, on doit donner 18 minimum, on n'arrivera pas, mais c'est sûr que les revendications sont faites en fonction de... faut suivre. Il faut que les subventions soient adaptées à cette réalité-là aussi. Puis on s'entend que si les gens peuvent vivre dignement, si les gens peuvent avoir des meilleurs loyers, une meilleure alimentation, ils vont être en meilleure santé, ils vont être plus heureux, ils vont être plus productifs au travail, un peu comme la diminution du nombre d'heures semaine. Pourtant, il y a encore beaucoup de milieux qui sont réticents à ça, surtout à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Mais il y a des recherches qui l'ont démontré que les gens qui font 5 heures de moins, 35, 32 au lieu de 35, 40, sont aussi productifs. Donc, c'est vrai qu'il y a la manière de voir les préjugés qu'on a, c'est dur à déconstruire, à voir autrement. On mentionnait plutôt d'avoir justement certains soucis de pauvreté ou de salaire minimum. Comment est-ce qu'on réussit à faire un budget avec
des gens qui ont un faible revenu? En fait, c'est d'y aller sur l'essentiel. C'est trouver les programmes. Parce qu'en fait, un budget, c'est simple, c'est des revenus et des dépenses. Il n'y a pas de recette magique. Soit on augmente les revenus, soit on diminue les dépenses. Quand on parle, entre autres, je disais, de programmes qui pouvaient aider, que des gens ne connaissent pas, ben là, on vient augmenter un peu le revenu. Mais on s'entend que c'est... Quand on est sur le seuil de la pauvreté, on n'a pas de réel choix. Oui. Donc, c'est là qu'on a l'importance de se battre pour qu'il y ait plus de justice, plus d'équité. On coupe. Moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient plus couper. Okay. Je pense entre autres à une personne qui était récemment venue vivre ici. Elle pouvait vraiment pas couper. Mais ça a été de donner des petits trucs parce que même si on n'a pas beaucoup de revenus, tout le monde a droit, par exemple, à avoir le Wi-Fi. Tu sais, quand on dit elle peut pas l'avoir, mais on lui a parlé, bien ici à Victoriaville, il y a certains endroits où la ville met du Wi-Fi, vous pouvez y aller. Juste des petites choses comme ça, la madame était émue, elle en pleurait. Parce qu'on venait d'y ouvrir une porte, dire « J'ai pas de télé chez nous, je suis coupée du monde, mais au moins je peux aller en quelque part où je vais pouvoir me reconnecter aux gens. Puis aussi, quand on déménage, il ne faut pas sous-estimer que ça prend un certain temps avant de développer un réseau. Oui. Et quand on déménage, tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas le Wi-Fi, comment tu restes en contact avec les gens les plus proches de toi? Donc, on voit comment ça peut impacter beaucoup les personnes. Et aussi, il y a comme moi, cette personne-là m'a beaucoup touchée dans le sens que j'ai pris conscience que on pourrait tous vivre la pauvreté. Absolument. C'était une personne qui était scolarisée, qui avait un bon emploi, et il y a eu un amalgame d'événements, problèmes de santé, perte d'emploi, séparation, toutes des choses qui viennent fragiliser. Quand on est deux à partager le loyer. Quand on tombe seul, ben, c'est 100% de la dépense qui vient sur nous. Donc, je trouve ça important de nommer ça parce que je trouve que je suis pas certaine que la population générale est tout le temps consciente qu'on peut tous être touchés tôt ou tard par un événement comme ça. Il m'arrive un accident, oui, je vais avoir une rente un certain temps, de l'assurance automobile ou de la CNEST, mais après 65 ans, si j'ai pas réussi à économiser, je vais être parmi les plus pauvres. Parce que toutes ces années-là, si il m'arrive ça jeune, j'aurais pas cotisé à la RAQ, n'étant plus travailleur. Donc, on fragilise pour plus tard le revenu de la personne. Mais ça, c'est une autre frange de la population aussi qui est à garder à l'œil, les retraités. C'est pas tout le monde qui est arrivé à l'âge de retraite a un coussin ou a une rente. Des gens qui ont travaillé justement à salaire minimum toute leur vie puis qui veulent prendre leur retraite, c'est pas donné nécessairement à eux d'avoir une retraite confortable. Non. C'est pour ça qu'il y a entre autres le supplément du revenu garanti qui vient aider et qu'on a vu avec la pandémie que certains, ça l'a fragilisé. Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de continuer à travailler un peu pour arriver. Et ces gens-là, perdant leur emploi, comme plein de gens, ils ont pris de la PCU. Ils avaient droit. Sauf que maintenant, ils sont pénalisés dans le sens que gagner, par exemple, 10 000 $ de PCU versus 10 000 $ de salaire, c'est pas traité de la même façon pour savoir le supplément du revenu garanti. En fait, quand c'est du travail, on a droit à un premier 5 000 avant d'être impacté, puis les deux autres 10 000, c'est à 50 %. Donc, je gagne $1, je suis coupée de 50 cents. Donc, 10 000 $ PCU versus 10 000 $ de revenus, c'est complètement différent. Ce qui fait que ces gens-là, cette année, avec leur rapport d'impôt, l'outil que les gouvernements utilisent pour savoir la plupart des programmes, si les gens ont droit ou pas, ben ils ont eu un problème à ce niveau-là. Surprise, hein? Oui.
Fait qu'il y a eu des démarches avec les autres ACF, les regroupements de consommateurs, pour sensibiliser le gouvernement à cette réalité-là et demander que tous les gens qui avaient du supplément du revenu garanti puissent faire évaluer leur dossier selon les prévisions de l'année 2021 et non pas de 2020 où il y avait de la PCU et que ça vient un peu être différent pour le calcul là, de ces gens-là qui ont besoin. On s'entend que si tu avais du supplément revenu garanti parce que tu étais à retraite et que tu travaillais, c'est parce que tu n'es pas riche. Là. Non. Donc, on a demandé ça. C'est mis en branle. Toutefois, on s'entend que on est proche de la fin de l'année et les délais d'attente sont énormes. Pour quelqu'un qui n'a pas le revenu qu'il avait, j'ai moins de revenus, mon loyer est le même ou il a augmenté au 1er juillet, je peux facilement, quand le délai d'attente est de 180 jours, peut aller jusqu'à 180 jours, on s'entend 6 mois, on a le temps de s'endetter en 6 mois et c'est beaucoup plus dur de pouvoir rembourser avec les taux d'intérêt que les gens ont. Donc, ça vient davantage fragiliser ces personnes-là. Là. Donc là, on est beaucoup plus en mode survie qu'en mode vie. Puis c'est de ce que je comprends, c'est pas mal le cas après tout le monde qui est sous le seuil de la pauvreté. On ne peut pas se garantir d'un certain luxe. Là. Oui. Les gens qui reçoivent des prestations de dernier recours, de l'aide sociale, sont déjà sous le seuil de la pauvreté. Pourtant, eux, ils n'ont pas eu d'aide gouvernementale pendant la pandémie, même si l'inflation est là pour eux autres aussi. Là. Oui. Donc, ça vient souvent, c'est les plus démunis, ceux qui ont le moins d'argent, qui sont les plus fragilisés. Il y a aussi des gens qui ont été fragilisés, qui avaient des bons salaires. Ils ont perdu leur job. Ils ont perdu leur job, ils ont un 2000 $. Mais si ton revenu était de 5000, tu as un rythme de vie de 5000. Exact. Fait que tu viens d'être fragilisé. Fait que si les gens n'ont pas pris la bonne habitude d'économiser un coussin pour les coups durs, ben eux aussi ont été frappés par cette pandémie-là, même si à la base, il y avait un bon salaire puis ils géraient bien leur budget. C'est juste qu'on diminue les revenus, ben les dépenses n'ont pas diminué. C'est sûr qu'il y en a que tu peux facilement diminuer. On va arrêter de travailler, on va prendre moins d'essence, tout était fermé, on sortait moins. Mais ton hypothèque est la même, là. Ton chauffage est le même. Il faut que tu manges pareil. Tu peux couper sa qualité, tu vas peut-être manger moins de filet mignon, mais il y a des possibilités de couper plus que quelqu'un qui n'en avait pas en partant. Oui. Mais il y a des gens qui ont été fragilisés parce qu'ils se sont mis à avoir un revenu beaucoup moins de ce qu'il y avait quand ils travaillaient. Là. Puis vous, dans votre mandat, comme vous couvrez le spectre au complet de la population, donc des gens à faible revenu, mais des gens avec des plus grands revenus, vous parlez beaucoup d'éducation populaire, donc pour vous, votre mandat, c'est vraiment de rejoindre tous ces gens-là. Quand on parle d'éducation populaire, qu'est-ce que ça implique exactement? Bien, l'éducation populaire, contrairement à l'éducation traditionnelle. L'éducation traditionnelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui transmet des connaissances pour que les gens aient des connaissances sur un sujet X. L'éducation populaire, c'est plus basé sur un processus égalitaire. Exemple, l'intervenante et la personne sont sur le même pied d'égalité, ils partagent ensemble parce que la personne qui nous consulte a un savoir de c'est quoi sa réalité à elle, c'est quoi qu'elle vit, c'est quoi la pauvreté, c'est quoi ses difficultés. Nous, on est là pour aider dans le processus, mais c'est vraiment un partage des deux qui fait qu'on a une meilleure conscience de la situation et il y a plus de possibilités de trouver les meilleures solutions pour la personne avec la personne. Donc, c'est pas nous qui disons c'est où tu vas couper. C'est la personne qui va décider selon ses valeurs et ce qui est important pour elle. C'est aussi important de le faire en groupe, ça, l'éducation populaire. Pourquoi on en fait avec des groupes, des ateliers, c'est que ça vient aussi briser l'image des gens que je suis seule. Les gens qui viennent, par exemple, parce qu'ils n'ont pas les revenus adéquats, parce qu'ils se sont endettés,
c'est rare qu'ils vont en parler à leur entourage, puis ils peuvent se sentir isolés, de voir que il y a d'autres gens. Puis l'intelligence collective aussi. C'est un peu pour ça qu'on se regroupe en collectif pour battre, parce que plus il y a de tête, plus il y a d'expérience, plus il y a de richesse pour mieux comprendre cette complexité-là et trouver des solutions plus adéquates. Puis pour vous, de mettre l'accent sur l'éducation populaire, sur des ateliers, est-ce que c'est parce que vous trouvez que ce qu'on retrouve comme cours, par exemple, à l'école publique, c'est pas suffisant pour affronter la réalité? Ben moi, en économie familiale, je suis à mi-quarantaine. Je regardais à la télé là, les annonces IGA qu'ils font et je me disais, mon Dieu, c'est vraiment ça. Moi, je me rappelle pas beaucoup du volet crédit économisé. Je me rappelle avoir fait des boxeurs et des biscuits. Ouais. Fait que je pense que oui, effectivement, c'est une nécessité de pouvoir permettre à la population générale aussi d'avoir le plus d'informations possible. C'est pour ça aussi qu'on a, depuis 2 ans, beaucoup plus utilisé notre Facebook pour transmettre l'information parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce moyen-là, là, les réseaux sociaux. Donc, de transmettre l'information. D'utiliser aussi le réseau. On va beaucoup adapter nos ateliers en fonction des besoins des groupes. Les groupes communautaires qui nous disent on aimerait aborder tel sujet avec nos membres, bien, on va adapter en fonction du besoin qui est nommé. Là. OK. Tu mentionnes justement, à l'époque, moi aussi j'ai eu ces cours-là d'économie familiale. Est-ce que justement dans votre nom, comme quoi il y a l'économie familiale, les gens qui ont suivi ces cours-là, ils sont un peu confus. Ils arrivent ici, c'est comme, je voulais apprendre à coudre, moi. Non. Pas encore? Okay. Pas encore, heureusement. Non, les gens, je trouve qu'on parle beaucoup, les gens connaissent beaucoup pour le côté plus les problèmes d'endettement. Peut-être moins connu pour le côté aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est toute défense des droits des consommateurs. Oui. C'est un volet que les gens peut-être associent un petit peu moins, puis qui est important. Fait que les gens qui ont, par exemple, des problèmes avec la garantie, parce qu'on s'entend que souvent les gens disent « Ah, ma garantie est finie ». On s'entend que s'il y a juste une garantie du fabricant de 1 an, puis que l'objet en question a une durée de vie normale habituellement de 7, 8, 9, 10 ans, ben il y a une garantie légale qui existe. Ça veut dire si j'utilise ce que j'ai acheté de la bonne manière et à une fréquence normale, s'il brise, ben oui, j'ai du recours pour dire, écoutez, ça se peut que je sois tombée sur un citron puis j'ai-tu à assumer ça comme consommateur, tu sais, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Des gens qui ont des problèmes avec, par exemple, un entrepreneur. L'entrepreneur veut être payé. L'entrepreneur n'a pas rempli son mandat adéquatement de rénovation, ben on va aider la personne à, premièrement, essayer de prendre une entente, de négocier un arrangement pour les deux, mais des fois, c'est pas possible, puis il faut aller plus haut, il faut faire une mise en demeure. Donc, on va aider les gens à monter leur mise en demeure. Et ça, c'est très apprécié parce que quand on vit une situation comme ça, les gens arrivent dans le bureau, c'est très émotif. Beaucoup de colère, beaucoup de crainte, beaucoup de sentiments d'injustice. Donc, il y a une partie de ventiler ça, de comprendre, puis laisser la place après ça pour plus être un peu objectif aussi, pas tomber dans l'extrême tu me dois tout parce que il manque ça, ça marcherait pas, là. Fait qu'ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, surtout pour, je pense, être capable de parler de la situation, puis d'être accompagné. Puis après la mise en demeure, si la personne ne paye pas, ben c'est des petites créances. Aller aux petites créances, c'est... Oui. Puis c'est pas tout le monde qui est ferré avec ça, de comprendre les processus et tout ça. Donc, on est là vraiment pour les accompagner là, jusqu'au bout, là, si nécessaire. Puis en terminant,
Donc là, on est au mois de novembre, le temps des fêtes approche, qui est une autre période de grandes dépenses. Alors pour vous, ça représente quoi? Ou avez-vous des conseils à donner aux gens pour justement ne pas se rajouter à son endettement ou essayer de trouver des solutions? Ben, en fait, c'est sûr que le budget, c'est le planifier le plus en avance possible, de se poser la question, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui rend plaisir aux gens? C'est-tu le gros cadeau ou c'est l'intention? Souvent, il y a l'intention. Ouais. Souvent, on peut trouver des choses à faire avec la personne qui peuvent être intéressantes. Mais pour vraiment en savoir plus, j'invite les gens à venir à l'atelier de Noël qui est à la fin novembre pour avoir plus de trucs sur pas juste les achats, mais aussi la réception. Il y a beaucoup d'argent qui va dans la réception des Noëls. Donc, comment on peut faire autrement sans tout perdre nos traditions, mais mieux partager là, pour que ça coûte moins cher. Puis où est-ce qu'on trouve l'information pour cet atelier-là? Sur acfbf.com, sur notre site Internet ou notre Facebook. Notre Facebook. Vous avez faim? Oui, ACF des Bois-Francs. Parfait. Oui. Bon, ben on invite les gens à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Marie-Ève, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va faire un petit tour dehors avant qu'il fasse trop froid. On va aller rencontrer Denis Lafrance du CETAB. Entre-temps, qu'est-ce qui reste ici? Ah, dame de pique, tiens, dame de pique. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.